Mais je vous dis que j'ai plus de place, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Depuis l'invasion russe, un moyen de transport est devenu essentiel pour traverser l'Ukraine. Les trains continuent de tenter chaque jour de relier les principales villes du pays. Pour évacuer les civils et pour acheminer l'aide humanitaire et les combattants sur le front. La gare centrale de Lviv, dans l'ouest du pays, est devenue la base arrière de cette opération. Lisko, c'est ça? Yasko. Yasko, pardon. Bonne chance. Ce train va prendre la direction de Kiev, la capitale, à 600 km à l'est. Yevhen Igorovitch Yasko, le conducteur, a 33 ans. Le 50 sur la 6e, êtes-vous prêt? 50, je suis en train de vérifier mes freins. Dites-moi dès que vous êtes prêt. Bien compris. Avant la guerre, la compagnie ferroviaire était le premier employeur du pays et comptait 231 000 salariés. Aujourd'hui, ils sont toujours 60 000 cheminots fidèles au poste. On est prêt, non? 50, Yasko, 478, je suis prêt. Ok, c'est bon, j'ouvre la voie. Ce soir, le trajet vers Kiev va durer 10 heures, contre 5 en temps de paix. Avant le début du conflit, le réseau de chemin de fer ukrainien était le 3e plus important d'Europe. Aujourd'hui, les infrastructures sont régulièrement prises pour cible par l'armée russe. Le vieux train de fabrication tchécoslovaque avance prudemment sur les voies. Interdiction de dépasser les 80 km/h. Il y a des endroits où la voie est détruite, et parfois on tombe même sur des Russes, avec des chars. S'ils décident de nous tirer dessus, ils le feront, peu importe que nous roulions à 120 km/h ou à 140, car le train est long. Un wagon sera touché quoi qu'il arrive, mais si la voie est endommagée, alors tout le train peut dérailler. Depuis que la guerre a éclaté, Yevhen peut rester jusqu'à 18 heures aux commandes de sa locomotive. Et parfois, il traverse les zones de combat, comme le 6 mars dernier en gare de Korosten, au nord-ouest de Kiev. La roquette est tombée à 400 mètres de nous. Nous avons regardé par la fenêtre et nous avons vu les maisons en flammes. Nous avons vu des explosions. Nous avons vraiment cru que nous allions y rester. Les militaires font leur travail et les cheminots font le leur. Nous, les conducteurs de train, les assistants et les cheminots, nous sommes les seuls à pouvoir aider les gens à se déplacer en ce moment. Nous sommes conscients que personne ne peut faire ce travail à notre place. Originaire de Kiev, la famille de Yevhen a été évacuée début mars, en train, vers l'ouest du pays. Sa femme,
son fils de 3 ans et sa fille de 9 ans vivent pour l'instant loin des bombes. Si on nous dit de nous rendre dans des zones où ça tire fort, nous n'aurons pas d'autre choix que d'y aller. Parce qu'il y a des gens à sauver là-bas, des femmes et des enfants. Ils ont besoin d'être évacués. Ça fait peur, bien sûr ça fait peur. Ma femme est fière de moi, ma fille aussi. Mon fils, lui, ne comprend pas encore. Yevhen, qu'espères-tu pour l'avenir de l'Ukraine? Mes espoirs sont les meilleurs. Je crois que l'Ukraine gagnera cette guerre injuste, car ce n'est pas une opération spéciale. Mes espoirs sont simples, que l'Ukraine prospère, devienne un État riche et indépendant. J'ai la foi, et je sais que ça se réalisera. Et toi, qu'est-ce que t'espères? J'espère que nos enfants grandiront dans la paix, le bonheur et le bien-être. C'est tout ce que je peux dire. Gloire à l'Ukraine. Gloire à nos héros. Des héros partis combattre l'armée russe. Il y en a cette nuit dans le train de Yevhen. Ils ont mis leur famille à l'abri. Ils retournent chez eux pour se battre. Combien de temps êtes-vous resté à Lviv? 4 ou 5 jours. Moi, ça fait 3 jours. Nous avons décidé d'aller à Kiev, car tant qu'à rejoindre la défense territoriale, autant rejoindre celle de chez nous. Ivan et son beau-frère Alexander sont originaires d'Hostomel, dans la banlieue est de Kiev. L'aéroport de la ville et ses environs avait été l'une des premières cibles de l'armée russe dès le début de la guerre. Quand avons-nous décidé oser sortir d'Hostomel? C'était le 13? Le 14? Non, le 13. C'était terrifiant à voir. Notre petite ville était presque entièrement détruite. Il y avait beaucoup de cadavres sur le sol. Les gens qui ont réussi à enterrer les morts l'ont fait juste à côté des maisons. Et certains corps ont été laissés là, sans personne pour les récupérer. C'est très éprouvant d'en parler comme ça. C'est le feu de nos cœurs. Nous avons pris cette bougie à la maison. Ma femme me l'a mise dans mon sac à dos avec un petit ange, en me disant « Quand vous serez triste, allumez cette bougie et pensez à nous ». Alors c'est ce que nous faisons. Nous espérons retourner à Hostomel. Nous allons faire payer aux Russes tout ce qu'ils nous ont fait. Et on retournera dans nos maisons, pour ceux qui en ont encore une. On continuera nos vies, paisibles, et on élèvera nos enfants. Ah, ça fait du bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Dans ce convoi de 18 wagons de long pour Kiev, ils sont une vingtaine de soldats du rail à accompagner les passagers. À la tête de cette brigade, il y a Sergueï. La route est longue. Bientôt les arbres verdiront, n'est-ce pas, Sergueï? Et tout ira bien. Au printemps, les gens referont leur potager. Est-ce qu'on approche de festives? Ouais.
Cet ancien conducteur de 48 ans est le chef de bord. Mon travail, c'est de souder l'équipe et de la soutenir moralement. Tout ira bien. Nous allons bientôt gagner, il ne faut pas créer de la panique. Ici, dans le train, avec les passagers, c'est la même chose. Il ne faut surtout pas qu'il y ait le moindre sentiment de panique. Parce que s'il y a du chaos, ça n'est pas normal. Ça ne marchera pas si on ne s'aide pas les uns les autres. En plus de l'effort de guerre, les trains continuent à assurer les liaisons quotidiennes dans les régions non occupées par l'armée russe. Fastive est le dernier arrêt au sud-ouest de la capitale. Le train Troускavets-Kiev est arrivé sur la voie numéro 1. Est-ce que vous allez jusqu'à Kiev? Oui, on peut vous prendre, on peut vous prendre. Tendez-moi la main. Ne vous précipitez pas, tout va bien. Attention à la marche en descendant du train. Merci. De rien. Merci beaucoup. Bon voyage. À l'avant du train, on prépare la fin du voyage. Dans moins de 2 heures, ils arriveront en gare de Kiev. Il ne s'est rien passé de spécial. Nous sommes un peu en retard, environ 1 heure. Thé, café, cappuccino, cigarette. Une nuit de travail ordinaire. On fait notre boulot. Le paysage qui se dessine depuis la locomotive est celui d'un pays en guerre. Il y a un petit barrage ici. C'est notre défense territoriale. Ils ont tout bloqué pour que les véhicules ne passent pas, même si un char pourra toujours passer. Voici la station Vasilkov. Il y a déjà eu des combats ici. Il y a des dépôts de pétrole là-bas. Enfin, il y en avait. Ils ont brûlé. Je me souviens que dans les premiers jours de la guerre, nous sommes passés ici et nous avons vu les missiles russes voler dans le ciel. Ils venaient depuis la Biélorussie et allaient dans la direction de l'aéroport, à 7 km d'ici environ. Partout, les cheminots de la compagnie inspectent les rails. Ils les réparent lorsque cela est nécessaire. Le train doit passer, coûte que coûte. Cette porte d'entrée par le sud-ouest est le dernier accès ferroviaire encore possible dans la capitale. Kiev est maintenant en vue. Sa tour de télé, bombardée au premier jour de l'invasion russe, tient toujours debout. Après 10 heures de trajet, le train entre en gare. C'est la fin du voyage pour Yevhen. Dans les wagons, on prend des photos souvenirs et on se promet de se revoir après la guerre. Ivan, je vais peut-être m'enrôler à Kiev, dans la même défense territoriale que vous. Je suis Denis. Ivan. C'est pour se souvenir. Oui, pour se rappeler, le garder en mémoire. C'est pour l'histoire. Pour Alexander et Ivan, les futurs soldats de la défense territoriale, la guerre va véritablement commencer. Quelques volontaires déchargent l'aide humanitaire. Yevhen reprendra le rail dès demain, vers une nouvelle ville, à l'ouest. Le train, lui, repartira dans quelques heures vers Lviv, avec un nouveau conducteur.
À la gare de Kiev, ils sont des centaines. Femmes, enfants, personnes âgées à espérer trouver un train pour l'exil. Ils emportent avec eux le strict minimum. Le soir, pour éviter d'être une cible facile de l'aviation russe, la gare est plongée dans le noir. Sur les quais, les téléphones portables des réfugiés et les torches des cheminots éclairent l'embarquement. Chers passagers, l'embarquement du train numéro 67 est en cours. Sergueï, le chef de bord du train 67, ne sera resté que quelques heures à Kiev. Il repart vers Lviv avec son équipage. Avec un collègue, c'est à la lampe torche qu'il vérifie et consolide l'attelage entre les voitures. Vous avez déjà beaucoup de monde? Des femmes et des enfants. La moitié environ sont déjà là. D'accord, d'accord. Tania, avez-vous beaucoup de monde dans la voiture? Jusqu'à présent, pas beaucoup. 3 compartiments avec des enfants. Avec des enfants, très bien. Au tout début de la guerre, Sergueï a lui aussi mis sa famille à l'abri, à l'ouest du pays. Ma fille m'a appelé aujourd'hui et m'a dit que je lui manquais beaucoup. Elle me manque aussi, mais on tient le coup. Elle sait que nous sommes au travail et devons aider tout le monde. Je dis toujours, ma fille, nous devons aider les gens, ils ont besoin de notre aide et nous ferons tout notre possible. Ce soir, le dernier train de nuit pour l'Ouest embarque près de 200 passagers. Dans la panique des premiers jours, il transportait jusqu'à 1800 personnes par trajet. Pour éviter lui aussi d'être une cible facile, le train doit réduire au maximum son empreinte lumineuse. Alors on fait avec les moyens du bord. Les fenêtres sont toujours couvertes. C'est une mesure de sécurité pour que les lumières ne soient pas visibles de l'extérieur. Nous ne sommes pas un arbre de Noël. Nous sommes dans une situation où nous devons les camoufler autant que possible, de sorte qu'aucune lumière ne brille de l'extérieur. Il en va de notre sécurité et de celle de nos passagers. C'est vital. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le chef de bord. Comment vous sentez-vous? Tout va bien? Très bien. Tout va bien? Vous avez du thé? Vous avez ce qu'il vous faut? Oui, oui. Sergueï a un petit mot pour tous les passagers. Parfois, il prend un peu plus de temps. Comme avec Lesia, sa sœur Galina et son fils, Nazar, 9 ans. Avant la guerre, ils avaient l'habitude de prendre ce train pour aller voir leurs parents. Cette fois, ils ne savent pas pour combien de temps ils partent. Est-ce que je peux prendre les oreillers? Oui, bien sûr tu peux. Tu peux même prendre le matelas. Regarde. Cette famille a attendu que les trains soient moins bondés avant de quitter Kiev. C'est le mari de Lesia, resté dans la capitale comme volontaire, qui les a poussés à partir. Une seconde après, littéralement, on a regardé le ciel et on a vu une roquette. On rentrait dans la voiture quand c'est tombé. C'est horrible. C'est tellement horrible.
J'ai eu tellement peur quand j'ai vu tous les nôtres mourir. Quand les usines et les hôpitaux ont explosé. Quand les Russes ont tiré sur les enfants. Toi, tu trouves que nous avons de la chance? Oui, je pense que oui. Imagine Mariupol. C'est impossible d'en sortir. On tire sur les bus des civils, alors que nous, on a l'opportunité d'aller jusqu'à la gare, de monter dans un train et de partir. Oui, tu as raison. Ça aurait pu être bien pire. Merci Seigneur, nous sommes en vie et nous allons rejoindre papa et maman. Et on espère très fort revenir vite. Oui, très fort. Prenez soin de vous. Oui, Merci beaucoup. au revoir. Tout se passe bien? Les gens sont fatigués, il est tard. C'est la nuit, ils se sont tous endormis. Bon, il est 22 heures. Je ne sais pas d'où viennent les passagers. Il y a de fortes chances pour qu'ils soient sur la route depuis plusieurs jours. C'est chaleureux et confortable ici dans le train, donc ils boivent un thé et vont directement se coucher. Ils sont fatigués vu la situation. Certains n'ont probablement pas dormi depuis plusieurs jours. On ne sait pas. Très souvent, des gens viennent nous demander conseil, ou même juste pour parler, parce que les gens ont besoin de ça, de vider leur sac. Bien sûr, la guerre, c'est très difficile. Psychologiquement, c'est très difficile. Nous jouons presque un rôle de psychologue, à écouter les uns, les autres, à trouver une solution pour que tout le monde se sente à l'aise. Je ne sais pas combien de milliers de personnes nous avons déjà évacuées, mais longue vie à eux. Souvent, quand ils sortent du train, ils me disent « On ne s'attendait pas à tout ça de la part de notre société de chemin de fer. » Qui s'occuperait de tout ça si ce ne sont pas nos équipes dans nos trains? Leur implication dans le travail, leur soutien à ces gens qui fuient ce cauchemar et qui cherchent une sorte de protection à travers nous. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est malheureux, mais cette fraternité restera à jamais gravée dans mon cœur. Je pense que tout ceci finira bientôt, et nous verrons des visages plus heureux que maintenant. Et de notre côté, on fera tout notre possible pour cela. Les soldats du rail l'assurent. Ils resteront mobilisés jusqu'au bout, tant qu'ils le pourront, et quel qu'en soit le prix. Depuis le début de la guerre, 55 d'entre eux ont payé cet engagement de leur vie.